monde. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va me servir à plusieurs choses. Déjà à tester un nouveau système de son, de micro. Donc si le son est pourri, c'est un test, donc désolé. J'ai juste à l'améliorer, voilà. S'il est pourri, c'est que c'est raté. Ça me sert également de vidéo de transition, de pause. En gros, si jamais je prends du retard pour un The Adaptator, qui va, je pense, pas trop tarder à arriver, mais on ne sait jamais, à reprendre une ancienne vidéo qui n'était pas terrible, pour la remettre au coup de jour, en fait, pour l'améliorer, de manière à la rendre plus visible, plus claire et plus efficace, du coup. Je tiens cependant à vous remercier avant tout pour l'accueil qu'a eu le documentaire sur l'autisme, parce que je ne pensais pas qu'il aurait un tel accueil. Je savais qu'il allait être à peu près bien reçu par la communauté autistique, mais que l'accueil soit bon dans son ensemble, franchement ça m'a surprise, et merci pour tout, parce que j'ai des retours de tarés, et voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de dyslexie. Vous le savez, j'avais sorti une vidéo il y a quelques temps qui parlait de dyslexie et du système scolaire et du parcours chaotique que tu as quand tu es dyslexique. Dans cette vidéo, on va parler de comment fonctionne un cerveau d'une personne dyslexique, comment est posé un diagnostic d'une personne dyslexique et des idées de pistes, d'aide, tout ça. Let's go! Donc déjà, la dyslexie c'est quoi? La dyslexie est un trouble des apprentissages sans déficience intellectuelle. Donc c'est pas parce que tu es dyslexique que tu es con, déjà. Important de le préciser, hein, parce que personne ne le pense, notamment les profs. Et la dyslexie fait partie de la famille des troubles 10, où tu retrouves la dyspraxie. Donc je te renvoie au documentaire sur l'autisme où Althéo explique ce que c'est. Tu as la dysphasie aussi, qui est moins connue, et qui consiste à avoir du mal à parler. Donc en gros, la personne dysphasique va te dire des mots, va comprendre elle-même ce qu'elle dit, mais la personne en face ne va pas le comprendre. Et ensuite, tu as la dyscalculie. Alors la dyscalculie, c'est assez particulier, ça englobe beaucoup de choses. Il y a différents taux variables évidemment. En gros, c'est des problèmes au niveau des chiffres. Donc la personne dyscalculique est incapable de faire des calculs de maths et donc est extrêmement mauvaise en maths. Une personne qui va être extrêmement dyscalculique, en tout cas d'un niveau les plus élevés, va confondre sans cesse les chiffres, va être incapable de se repérer par rapport à des adresses, va voir par exemple un 6 à la place d'un 9, va inverser les chiffres, ce genre de choses. En ce qui me concerne du coup, moi je suis dyslexique et la dyslexie ça consiste à avoir plusieurs problèmes, altérations au niveau de pas mal de l'écrit, de l'oral et de l'oreille en fait, en gros. Donc en gros, la dyslexie qui va s'appliquer pour l'écrit va être visible parce que tu fais des fautes partout en fait concrètement. Ce qui fait que moi je suis incapable de décrire un texte sans faire de fautes. Si vous êtes un natif de l'orthographe et que vous lisez mes descriptions ou les commentaires que je vous réponds, d'ailleurs je réponds normalement tous les commentaires, c'est rare quand je n'y réponds pas tous. Vous allez le voir en fait, est-ce que ça va être extrêmement visible parce que je vais faire des fautes partout. Parce que quand tu es dyslexique, tu es souvent désorthographique. Il y a 90% des dyslexiques qui sont aussi désorthographiques et j'y ai pas échappé quoi. Ce qui te met dans des situations handicapantes pour la vie de tous les jours, vraiment handicapantes. Parce que quand tu veux écrire un CV, une lettre de motivation, pour avoir un job, un stage, tout ce que tu veux, intégrer une école par exemple, tout ça, en étant dyslexique c'est super compliqué parce que tu ne peux pas le faire toute seule. Il faut que tu aies quelqu'un derrière toi qui te corrige. Et c'est pareil pour les dossiers que tu dois rentrer en classe, c'est pareil pour plein de choses en fait. Du coup c'est un peu handicapant, sans parler des insultes ou des commentaires à con que tu te prends en ligne par exemple, quand tu donnes ton avis, parce que ce n'est pas parce que tu fais des fautes d'orthographe que tu ne peux pas avoir un avis construit et constructif aussi, parce que les gens ont tendance à oublier. Pour rappel, ce n'est pas parce que tu écris mal que tu es con, parce qu'on a osé exprimer notre avis qui en plus n'est pas forcément approuvé par la majorité, et qui du coup on se retrouve insulté en nous disant qu'on est con et qu'on n'a qu'à retourner à l'école parce qu'on fait des fautes. Et t'es là, vous êtes gentils les gars, mais moi je suis juste dyslexique en fait, voilà, donc vos gueules, juste vos gueules quoi. Mon avis il vaut autant que le tien, c'est juste que moi j'ai un handicap qui se voit à l'écrit, donc ferme ta gueule. Ensuite tu as l'handicap phonétique qui va avec, donc tu confonds les sons. Par exemple, B, P, pour moi c'est le même son. Voilà, vous avez vu, j'ai forcé dessus parce que ça venait pas naturellement. Et comme vous pouvez voir, je suis obligée personnellement à l'accentuer pour que ça se voit en fait. Parce que pour moi, ces sons-là sont identiques, sont complètement identiques. Donc ça, en fait, ça va se traduire dans la vie de tous les jours avec un dialogue en face à face. Donc une personne venait me parler.
Moi, il y a des sons que comme je vous l'ai dit du coup, que j'entends complètement identiques alors qu'ils ne le sont pas. Ce qui fait que ça me demande un effort de concentration de taré qui me fatigue énormément pour comprendre ce que la personne en face me dit et percevoir ses nuances. Et il n'y a pas que ça, parce que ça se traduit également par écrit, parce que vous doutez bien que si on n'entend pas en son, on va pas l'entendre à écrit non plus. Et comme, quand tu apprends à écrire, tu te bases sur ce que tu entends, vu que c'est comme ça qu'on apprend à écrire à l'école. Voilà, on te dit, oh regarde le son de bateau, ça fait tel son. Enfin, vous voyez, on vous découpe le mot. Moi, cet apprentissage-là est juste néfaste pour moi, en fait, parce que je n'entends pas comme vous, en fait. Ce qui fait que bateau, pour moi, moi je l'attends correctement pour ce mot-là, mais si c'était un mot en P, je l'entendrais comme un bateau. Si vous voulez savoir si je suis fatiguée quand je vous réponds à un message, que ce soit en commentaire, que je fasse une description ou quoi, le meilleur moyen de savoir si je suis fatiguée, c'est de regarder si je fais ce genre de fautes. Parce que quand je suis crevée, je vais oublier des mots dans la phrase, ce qui m'arrive très souvent et qui, pareil, c'est fatigué du dyslexie, et je vais faire des fautes de dyslexie comme ça. Quand tu fais des fautes de dyslexie, c'est ce genre-là, des fois, ton mot, tu l'as tellement écrit comme tu l'entendais toi, que, par exemple, tu vas le taper à l'ordinateur et Word va même pas comprendre ce que tu as écrit, va même pas être capable de te corriger. Comment est-ce qu'on diagnostique la dyslexie ? Moi, c'est avec une orthophoniste que j'ai été diagnostiquée et c'est comme ça que ça fonctionne de toute manière. En général, le diagnostic se fait vers 6-7 ans parce que c'est là où on apprend à lire et à écrire à l'école et qu'on s'aperçoit qu'il y a un truc qui va pas chez l'enfant. En ce qui me concerne, je suis allée à l'orthophoniste beaucoup plus tôt parce que j'ai parlé très tard. Quand tu as un enfant de 10, quel que soit ton trouble en fait, les adultes qui t'encadrent, donc les enseignants essentiellement, et même des parents, vont voir que tu galères, vont voir que tu es en difficulté, mais ne vont pas intéresser ça en mode mon enfant a peut-être un problème en fait, peut-être que ce n'est pas normal. Et ils vont intéresser ça comme mon enfant ne fait pas d'efforts. Ce qui peut être assez traumatisant pour le gamin parce que dis-toi bien que déjà tu es enseveli par cette tonne de choses que tu ne comprends pas quand on te demande, que tu ne parviens pas à faire avec les meilleurs efforts du monde. Du coup, heureusement j'étais suivie par une orthophoniste déjà, qui a fini par mettre le mot sur mes difficultés que j'avais au quotidien et qui m'a dit tu sais, tu es dyslexique. Donc elle m'a fait passer des tests. Le diagnostic pour la dyslexie, c'est une batterie de tests que tu fais faire un orthophoniste où il vérifie tout ce qui a rapport avec la dyslexie, donc ton rapport à la lecture, à l'écriture. La lecture est également compliquée pour un enfant dyslexique, mais je vais y revenir, et etc. Et du coup, depuis le bilan passé, elle a annoncé à mes parents que j'étais dyslexique. Et mes parents l'ont annoncé aux instituts. On pourrait croire que ça s'est arrêté là, que les conditions de travail se sont améliorées. Pour moi, ça n'a pas du tout été le cas, vu que les maîtresses et maîtres n'en avaient juste rien à foutre, et ont continué à me rabaisser et à dire que j'étais pourrie, parce que je ne fonctionnais pas comme la norme établie. J'adore. Et ce genre de parcours-là que j'ai eu, moi, c'est le cas de la majorité des enfants 10. Parce que l'école française n'est pas faite pour la neurodiversité. Qu'est-ce que la neurodiversité, vous allez me demander ? La neurodiversité, c'est un mouvement engagé, donc on peut considérer politiquement parlant, je pense, qui est né aux États-Unis et qui considère que les enfants, ou les personnes en tout cas, qui ne fonctionnent pas comme la norme établie, donc on appelle neurotypique, donc vous probablement, en grande majorité vous, comme on ne fonctionne pas comme vous, parce que vous n'avez pas besoin d'être autiste pour ne pas fonctionner comme tout le monde, on est exclu. Et la neurodiversité part du principe qu'il ne faut pas exclure les personnes qui sont neuroatypiques, donc qui ont un fonctionnement atypique, et différent de la norme établie actuellement dans notre société. Par conséquent, ce mouvement-là demande l'intégration à l'école de ces personnes, de ces enfants, demande à ce qu'ils aient un travail normal, à ce qu'ils soient entendus, à ce qu'on prenne en compte leurs difficultés et qu'on ne les juge pas comme nuls, pourris, pour débiles, tarés ou je ne sais quelle connerie. Et l'école française ne fonctionne pas comme ça. Pour l'école française, la neurodiversité, ça n'existe juste pas. Faut arrêter avec ces conneries-là parce qu'un enfant ou une personne qui a un fonctionnement autre n'est pas conne, en fait. Voilà, on est capable de réflexion comme tout le monde. Et évidemment qu'il y a des personnes déficientes intellectuellement qui sont neuroatypiques, mais c'est pas la majorité des cas. Et les gens ont toujours tendance à penser que parce que tu fonctionnes différemment, tu es forcément con. Non, en fait. Donc, parlons de solutions que l'on peut apporter pour contrebalancer cet handicap. Personnellement, quelques astuces que j'utilise au quotidien
Quand j'ai un texte à apprendre, bon moi je fais du théâtre donc c'est toujours des textes de théâtre, je vais l'écrire en gros caractères et me l'imprimer comme ça. Parce que c'est plus simple pour moi. Quand tu es dyslexique en fait, tu vas avoir de gros problèmes pour voir où reprend la ligne. Donc en fait, tu vas avoir une ligne. Hop. Et la suite de la ligne reprend évidemment ici. Toi, avec ta dyslexie, tu vas pas forcément comprendre qu'elle reprend ici. Tu vas peut-être te planter de ligne et reprendre celle qui est en dessous. Ce qui fait que pour nous, en tout cas, prendre des horaires de train sur les tableaux des arrivées ou des bus, d'ailleurs des gares routières, c'est une horreur et il faut que je m'y reprenne très nombreuses fois pour être sûre de moi. Tellement que je lis très mal les tableaux. Pour parer ça, la meilleure astuce est d'écrire le plus gros possible et ça te permet non seulement de mémoriser plus facilement et plus rapidement, mais en plus de ça, c'est plus pratique quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau d'une personne dyslexique fonctionne en images. Ce qui fait que moi, je pense en images. Donc en gros, si on prend une phrase de français banale, mais Vincent ignorait ce qu'était la démocratie. Ok. Dans cette phrase, les seuls mots qui vont me parler, que je vais voir, qui va faire poum dans mon cerveau, ça va être Vincent, parce que c'est l'image d'un personnage et que là, actuellement, j'ai l'image d'un personnage dans ma tête, et démocratie, parce que la démocratie, je vois très bien ce que c'est, façon imagée. Par contre, ça veut dire que mais ignorer ce qu'était là, ça ne veut rien dire pour moi. Concrètement, ces mots-là ne me provoquent rien et ne m'évoquent rien, même si évidemment que j'en comprends le sens. Et c'est comme ça que fonctionne le cerveau d'un dyslexique. On pense par image, donc les mots que vous utilisez n'ont parfois aucun sens pour nous. Ce qui rend compliqué de comprendre une consigne lors d'un devoir, par exemple. Du coup, le plus simple étant de peut-être réécrire la consigne qu'on vous a donnée pour en faire une version plus simple avec sujet, verbe, complément. C'est tout. Si dans les contextes dans lesquels vous êtes, vous ne pouvez pas, par exemple au bac, ce que je vous conseille de faire, c'est de surligner. En fait, le surlignage permet de mettre en évidence les couleurs, les mots importants, les mots clés de la consigne. Et ça peut aider des personnes non dyslexiques, ça aussi, de toute manière. Du coup, c'est le plus important, je pense, pour un dyslexique enfant. Il faut qu'il se trouve, qu'on lui trouve un livre qui va le passionner tellement, qui va apprendre à lire pour ça. Et ce n'est pas parce que vous êtes dyslexique et que votre vie n'a pas de sens que vous allez foirer votre vie, ou je ne sais quoi d'autre, que votre enfant n'aura pas d'avenir, puis je sais pas si vous êtes parent, vous regardez ça parce que vous êtes inquiet pour votre enfant. Non, c'est-à-dire que tu as droit à des aides en tant que dyslexique, que peu de personnes savent. Donc déjà, quand tu es enfant, tu as droit à une AVS, donc c'est une auxiliaire de vie scolaire, donc en gros c'est une personne qui vient pour t'aider, pour t'épauler, toi, seulement toi. Vous avez droit à un PAI du primaire à la fac. Oui, vous avez le droit à ces aides-là à la fac. Donc un PAI, en gros, c'est des mesures qui sont prises pour t'aider dans ton handicap. Par exemple, moi, avec mon PAI, j'avais le droit à des questions en moins ou des heures, enfin du temps en plus, donc en quart-temps. Je pouvais, quand j'étais au collège, demander à ce qu'on me reformule la question, ce genre de choses. Moi, ça m'a pas servi à grand chose, parce que mes problèmes que j'avais vis-à-vis de la dyslexie, je les ai vite surpassés en les comblant par autre chose, notamment grâce à ma mémoire, en fait, parce que j'ai une très bonne mémoire, ce qui m'aide énormément. Si vous avez besoin, que vous en sentez la nécessité, allez en demander, c'est votre droit. La seule chose qu'il faut pour l'obtenir, c'est votre diagnostic de dyslexique, en fait, qu'il faut renouveler assez souvent. Après, vous avez d'autres méthodes extérieures qui vont vous faire progresser. À titre personnel, ce qui m'a fait progresser, c'est la lecture. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne volontiers, même si je sais à quel point c'est compliqué quand tu es dyslexique. Mais lisez, c'est important. Ça vaut pour tout le monde, c'est encore d'ailleurs. Ça vous apporte de la culture générale, ça vous rapporte du vocabulaire, ça te forge un esprit critique. Donc lisez, et je vous dis pas de lire du Baudelaire, de lire, je ne sais pas moi, du Hugo, ou des trucs classiques qu'il faut à tout prix lire, hein, comme vous vendent aux écoles. Hein. Juste lisez ce qui vous plaît. Je trouve ça con de dire que... Parce qu'un tel va lire, je sais pas, une saga fantastique pour ados, genre l'Épouvanteur par exemple, qui est moins lecteur que machin qui va lire, je ne sais pas, du Marivaux par exemple. Le principal, c'est de lire ce qui vous plaît. Donc si votre passion, c'est les chairs de poule, lisez des chairs de poule, bon sang. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous jeter sur du Hugo. C'est super important, trouver un bouquin qui vous plaît, que vous allez lire, un style de livre, n'importe quoi. Et vraiment, c'est pas parce que c'est du classique que ça ne vous plaira pas, mais c'est pas parce que c'est du classique que vous êtes obligé d'aimer ou de lire aussi. Faites du théâtre ou des lectures.
Ça aussi, c'est super important quand on est dyslexique. Moi, sans le théâtre, j'aurais peut-être pas le niveau d'erreur que j'ai aujourd'hui. J'aurais probablement encore énormément de difficultés par rapport à ma dyslexie, qui s'est petit à petit réduit grâce au théâtre aussi. Parce que en théâtre, tu apprends des textes, tu lis beaucoup, tu interprètes beaucoup, donc il est impératif que tu saches articuler et avoir le son que tu veux. Et c'est ce qui m'a fait dépasser ça en fait, parce que du coup j'y prenais plaisir, et en même temps j'apprenais, et en même temps je faisais des exercices qui me faisaient surpasser ma dyslexie. Ce n'est pas que, enfin tu guéris pas la dyslexie, je veux dire, voilà. Mais au stade où j'en suis aujourd'hui, c'est beaucoup moins important que ça l'était il y a quelques années, parce que j'ai fait du théâtre, et que du coup ça m'a aidé. Et je dis pas qu'il faut que vous fassiez du théâtre forcément, moi c'est ce qui m'a aidé, mais peut-être que vous n'allez pas aimer le théâtre, c'est possible, peut-être que vous allez tomber sur un prof con qui va vous faire détester ça, c'est complètement possible. Mais en tout cas, entraînez-vous au moins à lire à haute voix. Donc je m'arrête ici parce que ça a duré bien trop longtemps. Ciao tout le monde et au prochain The Annotator sur Deathnote.